Alors maintenant, arrive l'épreuve fatidique. Tout ce qu'on fait, qu'est-ce que ça vaut? On postule un modèle, on arrivera toujours à le faire. On estime les paramètres, on y arrivera toujours. Mais qu'est-ce qui vaut ce modèle? Il fonctionne pas? Ça, on ne sait pas. Alors, le test de signification du coefficient de régression, bien, en fait, dans le cas de la régression simple, c'est le test de l'ensemble du modèle. Puisque le modèle, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il y a une constante, c'est-à-dire il ne se passe rien, plus bêta x. Donc, tout mon modèle est dans l'influence de x. Est-ce que x influence ou pas? Bien. Donc, je teste le coefficient bêta, hypothèse H0, bêta égale 0, c'est-à-dire ma variable x n'a pas d'influence sur y, contre bêta différent de 0, ma variable x a une influence. Vous avez bien compris que même si je prends des données aléatoires, je calcule mes coefficients de régression et j'aurai une pente qui ne sera pas rigoureusement égale à 0. Elle aura tendance à être faible si j'ai des données aléatoires. Alors, tendance à être faible, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, grâce à l'hypothèse de normalité des résidus, on obtient la normalité exacte de l'estimateur grand B. Si par contre on n'a pas la normalité des résidus, cette normalité est asymptotique, mais en pratique elle nous suffit. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas trop embêté avec la normalité des résidus. L'espérance, c'est bêta, mais ça on l'a dit, on a un estimateur sans biais, pas de problème. Et puis le sigma 2, ben on l'a calculé, hein, c'est le fameux sigma 2 sur NSX, avec tous les beaux commentaires qu'on a pu faire. Donc finalement, la loi de B moins bêta sur sigma, tiens, il y a un carré en trop là, sur sigma B, eh bien c'est une loi normale centrée réduite. Bien. Donc je suis parti pour calculer ceci, sauf que le sigma 2, je ne le connais pas, donc je vais être obligé de l'estimer. Alors, si H0 est vrai, que se passe-t-il? Eh bien, bêta vaut 0, c'est-à-dire que c'est B décidément, j'ai reporté ici le sigma carré, le B divisé par son écart type suit une loi normale centrée réduite. Alors, comme je viens de le dire, le sigma 2, je ne le connais pas, donc je suis obligé de l'estimer. Et quand je l'estime, ça veut dire que dans la formule qui nous donne sigma carré chapeau B, je remplace le vrai sigma 2 par son estimation. Eh bien, dans ce cas-là, B divisé par son écart type, ici il n'y a pas de faute, ça suit une loi de T à n-2 degrés de liberté. Donc, on retrouve le raisonnement classique. On construit un indicateur. Cet indicateur, qu'est-ce qu'il représente? Cet indicateur, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est B divisé par son écart type. Donc c'est une espèce de pente normalisée, on pourrait dire, c'est ça? C'est une espèce de pente normalisée. Bon. Cette pente normalisée, si je connaissais le vrai sigma 2, ça suivrait une loi N01, et quand je ne connais pas le vrai sigma 2, je l'estime, et du coup, ça suit une loi de Student. Bon. C'est un raisonnement qu'on a déjà vu. Le nombre de degrés de liberté, c'est celui de la variance résiduelle. C'est le nombre de degrés de liberté qui me sert à estimer la variance résiduelle. Alors à partir de là, je peux construire un test. Je peux construire un test de la façon qui est la plus classique. Alors, regardez bien. On se place dans le cas où l'hypothèse H0 est vraie. Donc du coup, la loi de mon indicateur, bêta chapeau, là, sur sigma chapeau B, eh bien cette loi, c'est une loi de Student, la voilà. Lorsque j'ai des faibles valeurs de cet indicateur, c'est-à-dire lorsque bêta chapeau n'est pas très loin de 0, eh bien dans ce cas-là, je vais accepter H0. Si par contre cet indicateur est soit très grand, soit très petit, alors je vais rejeter H0. Il me reste à trouver les limites, et ces limites, je les trouve en fixant un risque de première espèce, alpha. Donc alpha, c'est bien la probabilité de rejeter H0, donc c'est la probabilité de tomber dans ces zones de rejet, là, cette zone qui est bilatérale, alors que c'est H0 qui est vrai, puisque ça, c'est de la loi sous H0. Donc je calcule ces deux quantiles, le quantile de la loi T à n-2 degrés de liberté pour la proba 1 moins alpha sur 2 et pour la proba alpha sur 2. Ça, c'est une première façon de travailler. L'autre façon de travailler, c'est de raisonner avec les probabilités critiques. Et si vous avancez un peu, maintenant, vous pourriez vous dire, mais finalement, on pourrait se limiter aux probabilités critiques, on n'a plus besoin de la première formulation. Alors, regardons bien. Je prends mon indicateur.
Donc je calcule, cette fois c'est petit b, hein, petit b sur le sigma chapeau. Ça c'est mon indicateur normalisé. Je le mets en valeur absolue pour ne pas être embêté avec les signes, parce qu'il peut être de temps en temps positif, de temps en temps négatif. Je prends la valeur absolue. Et puis, je connais mon raisonnement. Hein. Le raisonnement, c'est si c'est petit, je vais accepter H0, si c'est grand, je refuse. Alors, je vais calculer la probabilité d'observer, on va dire, une pente plus grande sous le seul effet du hasard. D'accord? Je vais calculer la probabilité d'observer une pente au moins aussi grande que celle que j'ai effectivement obtenue, sous le seul effet du hasard. Autrement dit, je trouve un indicateur normalisé, je ne sais pas moi, de 2,1. C'est une pente au moins aussi grande. Est-ce que j'ai une probabilité faible ou grande de la voir sous le simple effet du hasard? Alors si c'est 50%, je vais dire mon résultat il n'est pas significatif. J'ai une chance sur 2 d'obtenir aussi grand par le seul effet du hasard. En revanche, si cette probabilité est très petite, je vais dire, bah non, une pente aussi grande, par hasard, c'est impossible que je le voie, c'est une chance sur 1000. Ah bon? Dans ce cas-là, je vais être amené à rejeter H0. Donc là, je vous ai redonné la définition de la probabilité critique. Donc je calcule cette probabilité critique. Alors quand je dis je calcule, c'est le logiciel qui me la donne. Hein, et puis, je vais prendre mes décisions à partir de là. Alors, regardons l'exemple. Bon, j'avais trouvé le sigma chapeau 2 à 2 tiers, le sigma chapeau carré B 2 tiers sur 2, ça nous donne 1 tiers. Vous regarderez les calculs tranquillement. Mon indicateur normalisé vaut racine de 3. Bon. Je regarde dans la table. Le seuil est à 12. Ben oui, parce que je n'ai qu'un seul degré de liberté. Je vous ai dit, la loi de Student, ça ressemble à une loi normale. Quand il y a beaucoup de degrés de liberté, mais quand il n'y en a qu'un, pas du tout. Hein. Ce qui remplace le 1,96, c'est 12. Donc il faudrait un sacré indicateur normalisé, hein, pour qu'il soit significatif. Donc là, j'accepte H0, c'est sûr. Et la probabilité critique? Eh bien, la probabilité critique, ici, vous voyez, elle vaut une chance sur 3. Voilà. Donc là, j'accepte H0. De gaieté de cœur, si la probabilité critique, comme la fois précédente, avait été de 0,7, j'aurais pu éventuellement discuter. Mais là, ça ne se discute pas. Hein. Alors, petite remarque, ce test est rigoureusement équivalent au test de signification de R. R, qu'est-ce que c'est R? C'est le coefficient de corrélation. Alors, vous vous souvenez, sur cette même série numérique, j'ai calculé le coefficient de corrélation, j'ai fait le test de significativité, et si vous vous en souvenez, j'avais obtenu la même probabilité critique de 0,333. C'était exactement la même. Donc, c'est un bon point, ça, que de ce point de vue-là, si votre coefficient de corrélation est significatif, alors votre pente de régression l'est. Et puis s'il n'est pas significatif, eh bien votre pente de régression ne le sera pas. Et exactement dans la même mesure. Donc ça, c'est tout à fait important.